Voilà, de retour pour cette deuxième partie, toujours sur la libre antenne, toujours avec Franck Pucciarelli pour ce retour en Libye, avec, au programme encore des informations inédites, plusieurs sujets qu'on avait décidé d'aborder. Premièrement, parlons un peu déjà des matières premières, de quelle est l'exploitation réelle, parce que la Libye, effectivement, est connue pour son pétrole, un grand producteur de pétrole, le plus grand producteur d'Afrique. Non, le troisième. Troisième producteur d'Afrique, mais le plus grand en réserve. En réserve. Voilà, plus grand en réserve, mais troisième producteur, donc certainement derrière le Nigeria, et puis quel autre pays Nigeria, après il y avait... Peut-être le Cameroun, non, ah, l'Angola, certainement. L'Angola, qui doit être un très grand producteur, voilà. Donc l'Angola, le Nigeria, la Libye. Et donc, il y a d'autres ressources, en particulier l'uranium. Ça, c'est très peu connu. Les ressources d'uranium de la Libye, exploitées, donc, tu me disais en off, par Areva. Voilà, officieusement. Officieusement. Voilà. Donc, à la frontière entre la Libye et le Tchad, il y a effectivement des gisements d'uranium qui n'étaient pas exploités du temps de la Jamaïque arabe libyenne, parce qu'il n'y avait pas la volonté des comités populaires, enfin du Congrès général, d'exploiter l'uranium. Donc là, depuis 2 ans, Areva pille l'uranium dans le sud libyen. D'où la présence de la base militaire au Niger. L'armée française a une base, soi-disant, pour empêcher le flux de djihadistes islamistes qui viendraient alimenter les réseaux de Boko Haram ou du Mali, alors que leur présence ne sert à rien. De temps en temps, ils font des petites OP histoire de dire. Cette base a été mise en place pour protéger les intérêts d'Areva, puisque Areva, prétextant des extractions au Tchad, ne vont pas au Tchad, dépassent la frontière et se servent allègrement, gratuitement de l'uranium libyen. Et dernièrement, on a retrouvé des gisements importants d'or. On a retrouvé une montagne d'or, enfin, il y a un gisement très important qui est actuellement exploité. Au sud, pareil, toujours dans le sud libyen. Donc en présence d'Areva, qui est, on va dire, on ne s'étonnera pas, puisqu'on sait qu'ils exploitent au Niger aussi l'uranium. Semble-t-il, ils s'exploitent au Tchad aussi, donc voilà, dans la logique, donc ils sont en train de s'installer. Ils s'installent, mais ils sont... Alors tu me dis qu'il y a une base française à Tibisty. À Tibisty, oui. Donc Tibisty, c'est dans le sud, pareil, de la Libye. C'est pareil, c'est une région montagneuse qui est à la limite de la frontière tchadienne. Et pour défendre et protéger les intérêts d'Areva et l'exploitation d'or, les Français ont mis une base là, officieusement depuis quelques mois. D'accord. Donc comme ça, on se sécurise, on va dire, le transport et le personnel. Voilà. Ça évite certaines milices de venir faire du racket. Donc ils protègent. Et alors, tu me disais, alors ça c'est une information un peu scoop, que tu avais des informations émanant donc de services, on va dire de renseignements, qui t'ont informé de ce qui s'est passé en Europe là récemment. Voilà, alors il y avait déjà eu la même chose lors des attentats de janvier. De janvier. Donc les réseaux libyens me contactent. Attention Franck, attentat imminent en Europe, donc il y a à peu près 3 semaines de ça. Donc à cet effet, faute d'être traité par les... J'ai été traité fut un temps par les services de la DGSI, qui à l'époque avait considéré que j'étais une source d'information prioritaire, qui avait prévalu le fait que je rencontre une personne de la DGSI de Paris qui est venue me voir en Bourgogne, là où je vis, pour me proposer une collaboration très étroite en ce qui concernait ma personne, chose que j'ai refusée, mais j'étais toujours disposé à donner des informations et à traiter l'information en vue d'empêcher l'attentat. Donc, faute de traitement, j'ai rappelé la DGSI il y a 3 semaines en leur faisant état de l'imminence d'attentats en Europe. Le 17 mars, j'ai envoyé une correspondance mail faute de réponse. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur ainsi que l'Élysée pour leur faire part que je n'étais pas traité par la DGSI, qu'un attentat important allait avoir lieu en Europe. Et on me parlait d'aéroports. Et ils ont considéré
une fois de plus que notre réseau n'était pas crédible, alors qu'en juillet 2014, on m'a dit que mon réseau était plus que crédible et que la pertinence des informations que j'avais communiquées à l'époque intéressait grandement les services intérieurs. Donc là, il y a vraiment, là je crois qu'on est au-delà de la compétence, parce qu'on ne peut pas, même s'ils considèrent que je ne suis pas crédible, la moindre des choses aurait été qu'on me traite, qu'on développe cette information, et il y a eu un silence complet total. Donc quand je les ai rappelés, quand j'ai rappelé au ministère de l'Intérieur, on m'a dit c'est dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas, on vous recontacte très rapidement. J'ai jamais été contacté. Et là on a vu 3 semaines après ces attentats en Belgique. Voilà. Donc bon, moi j'ai enregistré les conversations, bien évidemment, parce que je suis sergent bordé. J'ai un avocat qui m'a vivement conseillé d'envoyer des recommandés ou d'envoyer des correspondances mail pour les signes de traçabilité. Donc, chose que j'ai fait parce que moi je fais mon travail de citoyen français, de patriote. Et une fois de plus, comment dire, on n'a pas pris en compte, je veux dire, pas ma crédibilité, mais la crédibilité de mes camarades libyens. Alors est-ce que parce que nous sommes kadhafistes, parce que ou alors on est dans une situation maintenant où moi je commence vraiment à me poser des questions. Je pense qu'à haut niveau, on a tout intérêt à ce qu'il y ait des attentats qui soient perpétrés en Europe et en France, parce qu'il va y en avoir d'autres prochainement. Voilà, donc... Comment tu interprètes ces attentats? C'est quoi le schéma? Parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on a du mal à comprendre. C'est-à-dire que les services de renseignement donc, prétendent combattre des terroristes, des djihadistes, quand voilà, puisque voilà, on va même te demander à toi, tu as des informations, etc. Et puis d'un autre côté, on a l'impression qu'il y a une forme de connexion entre ces gens-là et ces mêmes services de renseignement. Bien sûr, mais pas bon. Moi, il y a des fonctionnaires de la DGSI qui font leur travail, ils ont fait ce travail pour protéger la France. Bon. Le problème, c'est qu'ils sont tributaires, en lieu de responsables, qui eux sont tributaires du politique. Donc il y a certaines personnes qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait une situation d'état d'urgence en France, de maintenir la population la tête sous l'eau. Pendant ce temps-là, on n'évoque pas le chômage, on n'évoque pas la crise ambiante, la pauvreté, l'augmentation du nombre de précaires en France. On en fait complètement abstraction. Il suffit simplement d'allumer la télé. Bon, il y a un attentat, on va en parler pendant 15 jours. On va voir les gens qui se recueillent, des petites bougies, des petits panneaux. Enfin, mais pendant ce temps-là, dans le quotidien, oui, puis on joue à l'irrationnel, on joue à l'arsenal sécuritaire qui s'installe. Moi, je ne suis pas parisien, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de monde dans le métro, par exemple. Je trouve ça flagrant. Les gens sont minés, ont peur, il suffit de parler aux gens, malgré le fait qu'on dit oui, on n'a pas peur du torrent, il n'y a personne sur les terrasses. Non, mais bon. On n'a pas peur, on n'a pas peur, ils ont vu 3 pétards, tout le monde part en courant, ce qui est normal. Ce qui est normal, oui, non. Mais ce qui est un peu cocasse quand on se balade avec des panneaux, on n'a pas peur. Non, mais je pense qu'on aurait couru aussi. Oui, certainement, mais j'aurais pas eu de panneau. Non, mais oui, on est d'accord. Non, mais on est d'accord, mais bon, après, c'est vrai que ça permet de voyez, l'état d'urgence qui a été renouvelé, par exemple. Bon, il y a eu, ils ont rajouté un texte. Ce texte dit que l'état d'urgence permet l'annulation des élections et le maintien du gouvernement. Donc on peut s'attendre, alors je ne sais pas, on peut s'attendre l'année prochaine à ce qu'il y ait peut-être des attentats sur les bureaux de vote qui fait qu'il n'y aurait pas d'élection et ça sera reporté en termes de sécurité, et ainsi de suite. Parce que le problème qui se pose, c'est que là, les services de renseignement, ils ont 5 ans de retard. Parce que là, ils sont en train de courir après Facebook, après Skype, après des gens qui sont fichés chez eux. Qui sont fichés, qui sont partis faire le djihad en Syrie, qui étaient dans les fichiers. Sauf que depuis 3 ans, on a une vague de migrants économiques qui sont venus de Syrie, mais aussi de Libye. Et là, il y a des membres de l'État islamique, ces djihadistes, qui s'infiltrent parmi eux avec leurs familles et leurs enfants. Alors quand ils arrivent à Lampedusa, comme ils sont avec leurs familles et leurs enfants, ils sont prioritaires en placement. Donc là, on a des centaines de familles, mais là il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Tunisiennes, syriennes, irakiennes. C'est quoi, il y a une armée dormante en Europe? Complètement. Complètement. Quoi, il y a un risque à craindre. Alors, dans le pire des scénarios, évidemment, je spécule, commencez pas à vous emballer, mais dans le pire des scénarios, est-ce qu'on peut imaginer, parce que c'est quelque chose qui est parfaitement probable dans la mesure de ce que tu nous racontes, qui est d'un coup
une armée, on va dire, dormante qui s'active, et puis qui, comme en Syrie, comme en Irak, comme en Libye, prennent un bout de territoire. C'est le scénario. Ouais. C'est le scénario. Le projet actuellement de l'État islamique est de déclarer l'État islamique en Europe. Voilà, ouais. C'est le projet. Hein. Ça, ouais, c'est ça. Ah oui, oui. D'accord. Et ce serait où en France Alors, ça, je suis pas. Je vous fais pas peur. Non, je suis pas ça me dit. Non, mais... De toute façon, moi, je ne reste pas en France. Ouais. Moi, je ne resterai pas en tout état de cause en France parce que actuellement, on n'a pas une politique de renseignement, une politique sécuritaire efficace. Ils ont 5 ans de retard. Il y a des quantités pharaoniques d'armes qui ont transité par l'Espagne et par la France depuis 3 ans via la Tunisie. Des quantités d'armes. Ah ouais. À quelle destination? Actuellement, il y a des armes qui Parce qu'elles viennent en France, mais quoi, à destination de Français? Tu veux dire qu'il y a des groupes qui sont en train de s'armer en France? Oui. Mais quoi, parmi ces djihadistes-là, c'est... Oui. Ouais. Je crois qu'on va pas vous rassurer ce soir sur l'émission, mais... Ça paraît un peu comme ça aberrant qu'on... non, pas du tout. Non, ça paraît justement, ça paraît hautement crédible, de mon point de vue. Nous, ça fait 2 ans qu'on alerte qu'il y a des transferts d'armes depuis Sarzis et depuis Tunis Rades, via des containers, via des camionnettes, donc qui passent par les bateaux ferries. Les villes que tu as citées sont en Tunisie, c'est ça? En Tunisie, oui. Donc des Kalachnikov, des explosifs. D'ailleurs, une caserne où ils ont piqué des détonateurs. Oui, ils en avaient un petit peu parlé, ça, dans la presse. Ils n'ont pas trop développé. Non, on n'a pas développé, mais j'en ai entendu, j'ai eu quelques échos quand même. Ils avaient les explosifs, mais ils n'avaient pas les détonateurs, donc on a été les chercher en France. D'accord. Mais alors, ça veut dire, je résume la situation. Donc, des armes qui transitent désormais vers l'Europe. Qui transitaient, bon là c'est un peu plus compliqué. Transitaient en tout cas, qui arrivent en tout cas à destination finale, la France. Des djihadistes qui arrivent avec leur famille, donc devenus prioritaires dans le flot des migrants, qui eux aussi, j'ai envie de dire, s'infiltrent et se fondent dans la population. Parce que quelque part, une fois qu'ils sont arrivés ici, voilà, ils sont au milieu de tout le monde, on se fait un peu oublier, comme on dit. Ils sont pas, d'ailleurs... c'est l'inverse de ce qu'on nous dit, qu'on va pouvoir les surveiller, etc. Là, ils sont complètement fondus. Et là, il y a à craindre clairement qu'il y ait un jour une action donc, de grande ampleur, en Syrie, en Libye, etc. Et ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif à terme, à moyen terme, de l'État islamique. Mais ils veulent faire quoi alors? Pour aller plus loin dans ce scénario, parce que imaginons effectivement qu'il y ait l'intention, donc dans l'agenda de ces gens-là, d'imposer un État islamique en version européenne, sur le sol européen. Mais c'est quoi? C'est que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les populations des communautés musulmanes qui vivent en Europe viennent s'allier à cet État islamique européen. C'est quoi? Ils vont essayer de les convaincre. Parce que moi je dis ça parce que je vois ils essaient déjà de les convaincre de venir se battre en Libye, en Syrie. Alors quand l'État islamique sera, s'il est à 200 km, ce sera encore plus pratique, j'ai envie de dire. Il peut être dans le 93, par exemple. Il peut être à côté. Il suffit simplement, demain il y a une centaine d'hommes qui ont fait la guerre depuis 3 ans en Syrie, qui disposent d'armes, qui connaissent parfaitement la guerre urbaine, qui vont pouvoir prendre contrôle d'un quartier ou de voilà, c'est ça, et s'ils sont quelques milliers... Et là, c'est pas le GIGN ou... Ah non, qui pourra les stopper, ça va être très compliqué. Non, mais ça va être très compliqué. Ouais. Très compliqué. Parce que c'est ça qui est un peu effrayant, c'est de penser que... moi, ce qui m'inquiète, c'est que les services Voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, on sait que la police nationale et la gendarmerie, donc les services d'action, donc le GIGN et le RAID, s'entraînent avec les forces spéciales françaises. Oui, d'ailleurs aujourd'hui j'ai vu une annonce du ministère de l'Intérieur qui allait dans ce sens, puisqu'il expliquait qu'ils allaient armer les forces de police et de gendarmerie d'armes lourdes réservées d'habitude aux militaires, de fusils d'assaut, je sais pas quoi, de gros pare-balles en Kevlar, etc. Enfin de matériel. Ça devient inquiétant. Ouais. Donc ça c'est quoi? C'est en prévision de ça peut-être? Alors c'est ça que j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va. Parce que quel est le but dans l'agenda de ces gens-là de nous, entre guillemets, de nous mettre, c'est quoi, la chaos généralisée en Europe? Parce que j'ose même pas imaginer. Non, mais il n'y aura pas un État islamique, mais il y aura des épiphénomènes, il y aura, je pense, des actions, des villages ou des zones qui peuvent être... des zones, oui, d'accord, mais un bout de territoire, on va dire. Mais le principe même, c'est de créer ce choc des civilisations, c'est l'Europe contre l'islam, voilà.
l'objectif il est là, mais ça profite à qui? Ça profite à Israël qui pourra ensuite pouvoir légitimer son expansion en ayant un consensus de l'Europe, des États-Unis, en stigmatisant l'islam. Bon, ça on le sait, il y a déjà eu des intervenants dans le cadre de tes émissions qui en ont largement parlé, mais voilà. Et puis ça permet aussi on est quand même une situation économique. Mais pourquoi les élites européennes, voilà, alors effectivement, je peux comprendre tout à fait qu'il y ait une volonté, allez, pousser le raisonnement conspirationniste, comme on dit, jusqu'au bout, mais si je pousse évidemment le raisonnement, je me dis, bon, bah, les autorités en place, elles ont tout intérêt à apporter un chaos, une déstabilisation, pour conserver leur pouvoir. La situation économique est catastrophique. C'est pas les autorités en place, alors, c'est des lobbies. Au jour d'aujourd'hui, il suffit de voir les conseillers du ministre des Affaires étrangères, il suffit de voir les conseillers de Manuel Valls, de voir les conseillers comment il s'appelle, du président là, Hollande. Ouais. Il suffit de voir ses conseillers. Derrière ces conseillers, il y a des lobbies. Les gens qui ont des intérêts. Donc c'est vers là qu'il faut regarder. Mais qui sont ces lois? Mais c'est ultra puissant à ce point-là, au point de faire comment dire ça, des projections comme celle-là, qui sont des projections à long terme sur les États. Enfin, il faut être extrêmement, extrêmement puissant. C'est très peu de lobbies qui peuvent avoir ce pouvoir-là. Qui peut avoir ce pouvoir-là réellement? Le lobby qui tient actuellement en otage les peuples d'Europe, la finance mondiale. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Aujourd'hui, on a 2000 milliards de dettes, je crois. Les dettes, on les a auprès de qui? Des banquiers. Voilà, c'est tout. On a une dette fictive, ça a été largement développé. Oui, mais je veux dire, je comprends tout à fait. Bon, alors justement, ce lobby des banquiers, pour conserver son pouvoir, une situation de chaos généralisé, ça va dans son sens. Mais installer une guerre civile larvée, est-ce que parce que là, c'est un peu ça vers quoi on va. Parce que une guerre civile, pour qu'il y ait une guerre civile, il faut que la population soit armée. Est-ce que la France sera armée? Non, je pense pas. Est-ce que, déjà, il n'y a plus de service militaire depuis qu'on est à prescription? Alors, je dis larvé au sens, justement, que ce ne sera pas peut-être des affrontements de type militaire, comme on l'entend, c'est-à-dire des affrontements armés, mais des affrontements dans la rue populaire, des tensions, etc., des tensions par tension, sans qu'il y ait, évidemment, puisque les gens n'ont pas d'armes, mais une situation très tendue, quoi, de tension extrême. Il suffit de voir comment les choses se sont passées en Syrie et en Libye, comment les choses se sont passées. On nous a ramené, il y a des groupes djihadistes qui sont arrivés, qui ont pris contrôle du quartier, qui ont verrouillé les zones. L'armée libyenne avait essayé de reprendre les zones, elle a dit non, il reste que sa population. Donc, la population était prendre le temps. On a à peu près le scénario un peu plus. Identique en Syrie, oui, on peut dire. En Syrie, c'est ce qui s'est passé, sauf que là, on n'aura pas la mesure je pense qu'il y aura. Enfin, après, c'est très difficile, parce que moi, j'ai pas cette visibilité-là. Mais l'idée de créer l'État islamique, ça, c'est une volonté, et ça m'a été rapporté par mes camarades libyens, qui sont pas des amateurs, c'est les anciens des services secrets, pour l'essentiel ils ont entre 65 et 70 ans, ils connaissent bien la problématique d'Al-Qaïda parce qu'ils l'ont combattu pendant 15 ans en Libye, donc ils connaissent leur mode de fonctionnement, leur stratégie à long terme. Par exemple, à chaque fois qu'il y a un attentat, ils vont toujours expliquer, il y a toujours 2 cellules dormantes. Il y a la cellule qui tape et il y en a une autre derrière. Toujours, c'est fonctionnel. Il y a toujours 1 ou 2 femmes, parce qu'ils ont toujours fonctionné comme ça. Ils utilisent beaucoup des femmes. Pendant les attentats là qu'il y a eu, il y a des femmes derrière. On n'a pas ces informations, mais ils font pas le boulot. Ils ont un mode opératoire. C'est-à-dire ces jeunes-là, le fameux Abdeslam, Salah Abdeslam, qui va être extradé en France. Oui, alors on le présente un peu comme la tête du réseau, tout ça, mais c'est un pauvre type qui a été instrumentalisé. Disons les choses clairement, la décision, c'est pas lui qui l'a pris. Tu crois qu'il ne ressortira rien de son procès? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que il va se suicider. Parce que clairement, les terroristes, là... Il va se suicider, on va apprendre qu'il a fait comme le jeune là, qui avait égorgé son patron, là, qui a découpé sa tête là, dans une usine, là, il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il va se suicider. C'est certain. Mais s'il y a un procès, parce que... Mais il n'y aura pas de procès, Parce qu'on ne découvrira quoi? Jamais qui... Parce ça aurait été... Abdeslam, tu dis, toi, c'est
le pion d'une organisation beaucoup plus puissante qui, elle, ne tombera pas, quoi, en gros. Mais c'est pas ces types-là qui viennent de Syrie. Il leur faut de l'argent. Il leur faut les explosifs. Il leur faut des réseaux pour ça. Oui, bien sûr. Bon. C'est pas quelque chose qui a été... c'est pas eux les têtes du réseau. Il y a des gens derrière. Il y a des chefs de cellules qui sont présents en Europe, qui vont activer. Il y a des moments choisis. C'est pas comme ça une action qui va se faire du jour au lendemain, on va décider de... Non, c'est tous les attentats du Bataclan, c'est des opérations qui ont été préparées de longue date. Il faut des moyens, il faut de l'argent. Les reines de Syrie, ils n'ont pas d'argent. D'où prennent-ils l'argent? Où trouvent-ils les explosifs? Où trouvent-ils les armes? Alors on nous fait croire qu'ils ont été achetés les Kalash à Rotterdam par un petit trafiquant. Non, faut arrêter. Je veux dire, à un moment donné, faut être sérieux. Il y a des gens derrière qui sont en Libye et en Syrie, qui, comme on dit, il y a des chefs de cellules, ils m'ont expliqué, qui sont sur zone et qui donnent le signal le moment venu. Il y a toute une logistique derrière. Alors ça veut dire que le signal, quand même, moi c'est ce que je veux comprendre, c'est-à-dire le signal, il est donné, s'il est plus haut, par donc quelqu'un qui, vraisemblablement, voilà, obéirait, allez, comme on l'a dit tout à l'heure, à un lobby, en tout cas, ou bien sûr, gens plus important, et donc c'est lui qui donne le signal. Oui. Donc, eux, ce sont que des pions. C'est des pions, bien sûr. Mais ils se font quoi? Embrigader par un système? Comment ils en arrivent je sais pas, parce que pour finir, pour se mettre une ceinture d'explosifs, à les faire sauter, il faut quoi? S'ils y croient par conviction? C'est quoi, déjà, c'est quoi les motivations? Déjà, quand ils sont arrivés en Syrie, on leur a bourré de psychotropes, de drogue, ils sont complètement... Oui, la fameuse drogue, mais attends, sérieusement, pour qu'un individu décide, à l'âge de 25 ou de 30 ans, de se mettre une ceinture explosive, d'enlever sa vie et d'enlever la vie d'autrui, quelque part, ce mec a une déviance psychologique. Oui, mais c'est quoi? Parce qu'il a quand même une motivation profonde, quand même. Mais parce qu'il y a un lavage de cerveau derrière, on lui a donné des psychotropes pour bien ancrer son... Oui, mais le parcours, avant même qu'il arrive en Syrie, il a déjà fait quand même tout un parcours en Europe pour arriver jusqu'en Syrie. Et là, il n'était pas bourré de psychotropes, a priori. Non, il n'était pas bourré de psychotropes, mais il y avait un comique qui avait dit ça dernièrement. Quand le jeune, il regarde les vidéos de propagande de l'État islamique, alors on voit des blindés, mais bien habillés en uniforme, avec des cagoules, le drapeau, les versets du Coran, on va créer... le califat, l'État islamique, avec la montée là, il suffit que le mec soit un petit peu converti à l'islam, et il est un peu perdu psychologiquement parce qu'il a une perte d'identité, donc il va se réfugier dans l'islam, il voit ça, qu'est-ce qu'on lui propose au quotidien? Le RSA. Et encore, s'il a moins de 25 ans, il ne le touche pas. Donc, qu'est-ce que propose la société aujourd'hui à notre jeunesse? Rien. Donc on a des jeunes qui se convertissent à l'islam. Ouais, mais eux, ils proposent d'aller se faire sauter. Non, au départ, c'est pas ça. Les vidéos de propagande, c'est tu viens pas te sauter, tu viens te battre pour établir l'État islamique. Une fois qu'ils arrivent là-bas, il se passe pas ce qui est prévu, on leur lave le cerveau, on va les endoctriner, on les renvoie en Europe. Mais ils sont quoi alors? C'est des fêtes d'esprit? Mais ce n'est que ça. Parce qu'ils sont nombreux quand même, c'est ça que je trouve inquiétant. Non, mais il y a deux choses. Actuellement, les attentats qui ont été perpétrés par des gens qui, selon les services, ont été ciblés comme revenant de Syrie. Moi, quand je parle de la création de l'État islamique, ça ne concerne pas ces jeunes qui sont partis en Syrie, qui sont venus en France, qui sont fichés par les services, qui vont perpétrer des attentats. Ce qu'il faut savoir, c'est que prochainement, dans les mois ou peut-être les années à venir, le projet de l'État islamique, c'est de créer de déclarer l'État islamique en Europe. Là, on n'aura pas affaire à ces gens-là. Et ce sera qui? Ce sera. Tous ces fameux, oui, qui sont venus avec les migrants. Voilà, tous ces fameux, Syriens, Irakiens, Libyens, il n'y en a pas, hein, pratiquement pas. Tunisiens, beaucoup de Tunisiens. Énormément de Tunisiens. Mais énormément. Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là... Mais alors, quand ils viennent en France, ils ne passent pas avec leur passeport tunisien. Lampedusa, ils se déclarent comme Syriens, ils vont se déclarer comme Irakiens. Mais est-ce que, au moment... C'est ça le raisonnement, c'est de dire au moment où ils vont, justement, puisqu'ils objettent de créer cet État islamique en Europe,
on va dire, on peut imaginer qu'au moment où il se fera, alors peut-être, il y aura évidemment cette base solide qui sera formée de ces gens venus effectivement de Tunisie, de Syrie, d'Irak, etc. Mais qu'est-ce qu'empêchera les djihadistes européens qui précédemment étaient prêts à rejoindre la Syrie, etc., à aller se battre en Irak, etc., à venir directement en Europe, quoi. Je veux dire, à gonfler les rangs de cet État islamique européen. Ils n'auront pas besoin de se déplacer en Syrie ou en Libye. Justement, c'est encore plus mais, pratique. Mais, c'est encore plus pratique. Mais c'est peut-être aussi, ça fait partie aussi peut-être de l'objectif. Parce que d'un coup, quelque part, cette force, ça voudra dire qu'elle pourra compter à la fois sur ces gens venus de ces pays voilà, qu'on a cités, et aussi sur les autres pays européens, je veux dire, une force locale qui pourra s'appuyer sur une force locale. Et cette force locale, en plus, pourra, elle, avoir une énorme importance, quoi. Il faut voir aussi comment comme l'État islamique est en djihad, on trafique pétrole, on trafique la drogue, on trafique la cocaïne, on trafique l'arme, tout ce qui normalement est strictement interdit dans l'islam. Comme ils sont en djihad, ils sont abrogés de toutes les règles au demeurant. Donc on peut imaginer qu'en Europe, tous les réseaux de trafic de drogue auront peut-être tout intérêt à collaborer avec ces gens-là. Parce qu'il y a un fait quand même, alors, à vérifier, nos amis belges, ils sont nombreux, pourront le confirmer ou l'infirmer. On avait prévenu les autorités belges aussi. Ah, les autorités belges avaient été prévenues aussi. D'accord. Alors moi, parce que je voulais aborder en fait, tu vois, toujours sur ce sujet-là, un fait qui s'est passé par rapport aux attentats, c'est lorsqu'on est venu, en fait, interpeller Salah Abdeslam dans son quartier, semble-t-il, confirmé ou infirmé, mais c'est ce qu'on m'aura expliqué, que les policiers auraient fait face, en fait, à une hostilité de la population qui leur a lancé des cailloux et donc qui voulait protéger Salah Abdeslam. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans le prémisse d'une situation qui pourra, plus tard, c'est Molenbeek en Belgique, mais ça fait 4 ans que c'est comme ça. Ouais. Ça fait 4 ans. Mais ne donne-t-il pas raison, dans ce cas-là, à tous ceux qui fustigent le quartier comme étant devenu un repère d'islamisme? Mais celle-là, en l'occurrence, c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'on fait... quels sont les programmes sociaux qui ont été enclenchés par le gouvernement belge à l'égard de ces populations? Rien. Qu'est-ce que les services de renseignement, il y a 5 ans, ont fait pour empêcher le développement de mosquées clandestines, le contrôle de cela? Avant 2000, en France, de 1980 jusqu'à 2000, on n'a jamais il n'y avait pas une mosquée clandestine qui pouvait exister plus de 2 jours. Pourquoi ? De 90 à 2000, toutes les mosquées, toutes les associations musulmanes de France étaient surveillées par les RG, par la police nationale. Toutes les semaines, ils faisaient un rapport, un compte-rendu. C'était pas possible. Nicolas Sarkozy arrive, ministre de l'Intérieur, il ouvre la porte de Pandore. Parce que ce dernier avait besoin d'investisseurs qataris et saoudiens. Le deal, c'est OK, mais vous nous laissez passer notre courant wahhabite, le courant salafisme. Et c'est de là qu'on a vu l'apparition des premières burqas. Alors, en 95, je mets au défi de trouver une burqa en 95, 96, 97 et 98, une burqa dans une banlieue, ça n'existait pas. Non, il n'y en avait pas. Ceci dit, il y a quand même eu la problématique des foulards qui s'était posée. Non, mais le foulard, bon, à l'école. Non, mais d'accord, mais la burqa en tant que... Mais la burqa, oui, tout à fait. Non. Et surtout cette espèce d'habit qu'on voit souvent du Golfe où les femmes s'habillent en noir. On voit même maintenant les femmes d'Afrique noire s'habiller comme ça, alors que c'est pas du tout coutume d'Afrique noire. Non, mais ça vient évidemment du Golfe, ça n'a rien à voir avec... Mais l'ouverture qu'on a eue d'investissement qatari saoudien en Europe a eu pour effet, parce que c'était le deal, de laisser passer ce courant de pensée. Voilà. Mais ça sous l'imposition de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a ouvert ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des ordres clairement qui ont été donnés aux renseignements généraux à l'époque, vous laissez faire. Avant, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Moi, j'étais président d'une association de quartier, je m'occupais de jeunes en difficulté qui étaient pour l'essentiel d'origine issue du Maghreb. J'ai l'exemple d'un ami à moi qui a eu le malheur, qui était étudiant, qui a eu le malheur de se retrouver dans sa chambre d'étudiant avec 2 jeunes qui faisaient partie d'un courant salafiste clandestin. Il n'a pas pu obtenir sa nationalité française alors qu'il n'avait rien à voir.
Et même lui ne savait pas que ses copains l'étaient à l'époque. Et en 15 jours, les services de renseignement en Bourgogne ont pu fermer cette... Donc il y avait du boulot, c'était hyper surveillé. En 2000, on arrête, on laisse faire, on laisse rentrer. On a laissé rentrer ces courants parce que le Qatar, comme je le dis, pousse, dire ok, bon, est-il normal qu'il y ait des mosquées qui soient financées par le Qatar et par l'Arabie Saoudite en France? Ça implique quoi? Pensez que les Saoudiens, par exemple, ou le Qatar vont investir auprès d'associations en vue de l'édification d'une mosquée, s'ils n'ont pas un intérêt idéologique derrière? Parce que derrière la mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un programme idéologique. Ouais, Il y a des cours. Il y a des cours qui sont donnés aux jeunes. Mais dans quel sens on va donner le... Voilà, dans quel courant va être suivi? Parce que l'islam, il y a beaucoup de courants. Le courant malikite, il y a le wahhabisme, il y a le salafisme, il y a différentes formes. Donc quand le Qatar et les Saoudiens financent une mosquée en France, ils veulent passer leur idéologie, ils visent la communauté musulmane française qui, au demeurant, est plutôt d'un courant malikite. Donc ils essaient d'imposer, on va dire, un courant de l'islam, mais ça marche, ça fonctionne. Alors c'est là où que font les autorités par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Belges ont fait? Parce que la conséquence de ce qui se passe là à Molenbeek, où c'est un nid de djihadistes, hein, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les autorités belges ont fait pour empêcher ça? Que ce soit sur un plan économique, social, et puis d'interdiction de ces courants. Ouais, mais si on interdit ces courants-là, clairement, est-ce que les gens vont pas se révolter en disant oui, vous tentez encore une fois d'attaquer l'islam, etc. Parce que comment tu veux interdire, par exemple, regarde, imaginons l'État, ils disent bon bah on va faire fermer toutes les mosquées, les machins, les trucs, ça va être vu comme de l'islamophobie. Dixit, comme on dit. Mais comment ils vont réagir les gens à ça? Parce que ils sont pas un peu piégés, tu vois, Les jeunes qui suivent un courant islamiste, salafiste ou wahhabite avec cette notion de djihad, ils mettent déjà pas les pieds dans les mosquées en France. Ils mettent pas les pieds parce que les mosquées sont tenues pour l'essentiel par des imams qui sont issus du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie, qui sont dans un islam modéré. Donc déjà ils rentrent pas. Ils se font virer de ces mosquées-là. Mais il y en a beaucoup des mosquées. Par exemple, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, elle est souvent accusée d'appartenir au groupe des frères musulmans. Mais ils sont, bien évidemment, mais les frères musulmans, c'est le commencement. Voilà, c'est une vitrine, on va dire que c'est un peu la vitrine, voilà, frères musulmans qui, comme je le rappelle dans le livre de Jean-Louis Zambert, pratiquent une espèce de double discours où souvent ils sont très respectables par leurs autres Européens en disant on adore, etc. Le meilleur exemple, c'est que Fajr Libya, l'autorité politique des autorités de Tripoli, sont des frères musulmans. Ils ont aucun mal avec le djihad de guerre, aucun. Alors c'est quoi? Alors c'est complètement contradictoire la politique menée. C'est-à-dire d'un côté, donc on va bombarder un pays, de l'autre côté on soutient des djihadistes, de l'autre côté on dit les combattre, de l'autre côté on se prend des attentats terroristes, etc. Quelle logique comment on combat le djihadisme en France? On le combat pas. Non, il n'y a pas de... déjà la mesure du phénomène, je pense qu'elle est très récente. De se dire qu'il y a un problème véritablement en France avec le djihadisme, c'est très très récent. Et déjà qu'on prenne conscience de ce phénomène, bon, ça vient de se faire. Après, les solutions apportées, visiblement, j'ai l'impression que l'État me semble pas être la bonne personne vers qui se retourner, dans la mesure où si d'un côté on finance, de l'autre côté ce serait eux qui pousseraient, autoriseraient, on va dire, en tout cas encourageraient les investissements de ces gens qui, eux-mêmes par-dessus, on sait très bien, effectivement, le Qatar a investi des millions dans les banlieues, c'était le grand plan sous Sarkozy. D'ailleurs, argent que les jeunes n'ont jamais rien vu. Oui, on n'a jamais trop vu, on ne sait pas dans quoi, en tout cas, ça a été un grand coup d'annonce partout, on nous dit... Non, mais l'argent a été versé, mais bon... Ouais, d'accord. Alors je sais pas, oui, dans d'obscures associations. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y en a qui sont rachetés des belles voitures et puis des belles baraques avec ça. Mais voilà, donc ça veut dire double jeu total de la part des autorités, parce que d'un côté on dit combattre le radicalisme soi-disant, et de l'autre côté, si on encourage... Regarde, par exemple, en Libye, par exemple. Il y a des bases à Sebrata, à El Koum, à Vlinten, de la présence de djihadistes qui sont sous contrôle de Fajr Libya, donc de djihadistes qui viennent de Syrie, qui prochainement
risquent de prendre ces zones, ils n'ont pas besoin de rejoindre Sirte parce que Sirte, ils sont déjà assez. Bon, l'armée française est intervenue, on a déjà fait des bombardements officieux, au même titre que l'armée américaine. Ouais. D'accord ? Ils ont réussi à détruire la Jamaïque arabe libyenne. En 6 mois, il n'y avait plus rien qui fonctionnait en Libye. Et on va me faire croire à moi qu'avec les informations et les moyens qu'ils disposent, les informations nous-mêmes qu'on leur donne, ils ne sont pas capables de lutter efficacement contre l'État islamique en Libye. Il suffit d'une semaine de bombardement ciblé, il n'y a plus d'État islamique en Libye. C'est concret. Qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Parce que la situation, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est confortable. On a besoin que la Libye soit complètement déstructurée, parce qu'il y a un pillage en règle en Libye. On pille le pétrole, on pille l'uranium, on pille l'or. Voilà. Actuellement, il y a des gros problèmes dans le sud libyen. Donc le sud se lève. La France, le Qatar, la Turquie et les Américains sont en train de faire en sorte que les tribus dans le sud soient en conflit, parce que le sud libyen fait peur par rapport à ces manifestations pour Kadhafi. Il y a eu des accords tribaux qui avaient été remis en place, et là ils sont en train de créer des conflits pour empêcher un retour complet et total de la Jamaïque dans le sud, qu'aurait pour effet, de fait, une reprise, du moins politique, sur place. Mais qui sont derrière ces affrontements tribaux ? Qui sont, c'est l'ONU, c'est les pays derrière qui... Alors ça veut dire les pays corrompus, parce que c'est pas leur intérêt, quelque part. Par exemple, un pays comme la France, quel intérêt à aller se jeter dans une pseudo-guerre, en tout cas une guerre larvée civile, qui aurait des conséquences terribles, la communauté musulmane étant l'une des plus conséquentes d'Europe, par exemple. En France, ouais. En France, c'est-à-dire la France, en soutenant effectivement les djihadistes d'un côté, et puis aujourd'hui en étant victime des attentats, un peu comme un retour de flamme, c'est un peu une politique suicidaire qu'on est en train de mener. Bon, on est dans une schizophrénie, parce qu'on a... on est dans une schizophrénie, j'ai envie de dire organisée, parce qu'on a un pouvoir politique complètement sous tutelle d'experts qui dépendent de lobbies, qui nous racontent tout et n'importe quoi. Il y a même un journaliste de France 24, Thompson, qui fait des reportages, qui a crié un petit peu dernièrement en disant qu'il fallait arrêter de faire venir des experts sur des plateaux qui ne connaissent rien. La situation en France, dans les pays en Syrie ou en Libye, qui racontent tout et n'importe quoi, parce que ça embrouille tout le monde, ça embrouille les politiques. Moi, j'ai eu Frédéric Poisson, là, le député qui avait été... est-ce que vous savez qui vous avez vu là-bas, monsieur ? Est-ce que vous avez conscience des gens que vous avez vus ? Les gens que vous avez vus, moi j'ai été voir les migrants économiques. Il me dit, j'ai été voir les migrants économiques qui sont dans des centres de rétention à Tripoli. Non mais... C'est pas des centres de rétention, ça. Je lis bien les autorités de Tripoli qui s'en servent de négociation, et ceux qui les envoient à Lampedusa. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui les raquettent, c'est eux qui... Voilà. Vous avez été voir ces gens-là. Alors, vous arrivez à Tripoli, on vous les présente, on présente ces camps comme étant des centres de rétention. Les autorités de Tripoli ont le culot de demander des moyens à l'Europe pour empêcher l'envoi des migrants économiques, alors qu'on sait pertinemment, et on a identifié les responsables, on a envoyé les noms, que ce soit aux autorités françaises, mais aussi aux autorités italiennes, de qui est responsable de ces migrants. Et au lieu d'aller lutter, de faire des OP spéciales contre ces gens-là, on leur envoie des parlementaires français pour demander comment on peut régler le problème des migrants économiques. Mais enfin... Moi, je ne sais plus quoi penser. Est-ce qu'on est vraiment dans une incompétence notoire, ou est-ce qu'on est dans une volonté de... Voilà, une malfaisance totale. C'est là qu'on ne voit pas la limite, justement. Voilà. Ça devient... là où il y a une part schizophrénie, malfaisance et une part d'incompétence. Parce que moi, je n'ai pas envie de tomber dans le piège du complotisme. Voilà, moi, je parle de faits. Moi, je parle de faits factuels, de choses claires, précises. À savoir, on transmet des informations précises. On donne les responsables. Cette information des responsables du groupe, c'est le groupe Belach et le groupe Bouaslim, c'est des groupes avec une dizaine de noms à chaque fois, qui sont responsables de l'envoi de ces migrants, qu'ont fait les forces spéciales italiennes. Ils ont fait une opération sur les conseils d'Abdelhakim Belach. Ils ont été liquidés à Sebrata,
un ancien colonel de l'armée de Kadhafi, parce qu'on a fait croire que c'était lui qui faisait ça, tout ça parce que sa tribu était influente à Seprata, donc ils ont liquidé un homme qui n'avait strictement rien à voir concernant le réseau, l'envoi des migrants. D'ailleurs, l'envoi n'a pas cessé. Pourquoi ? Parce que c'est plus profond que ça. Parce que le problème, c'est que Fajr Libya négocie avec l'Italie et avec l'Europe en disant nous, on veut nos places, on veut des places dans le nouveau gouvernement, donc ça négocie. On envoie le nombre de migrants. D'accord, on met la pression un peu comme la Turquie qui dit je vais rentrer dans l'Union européenne, attention, sinon je vous envoie les migrants si vous ne me faites pas rentrer. Hein. C'est ça, et là on peut vérifier, depuis plusieurs mois, il n'y avait plus d'envoi de migrants. De septembre jusqu'au jour, il n'y en avait quasiment plus, depuis le départ de Libye. Il y a le gouvernement d'union nationale qui arrive, il y a des combats à Tripoli. Depuis l'annonce de l'arrivée du gouvernement de l'union nationale à Tripoli, on a commencé à retrouver l'envoi des migrants. Là, il y a eu des bateaux qui sont partis, qui ont été interceptés, il y a encore eu des morts. Ça négocie. Parce que ça coûte des dizaines de millions d'euros par jour. Parce que quand un migrant économique il arrive à Lampedusa, il touche 60 euros par jour. Ah ouais ? 60 euros par jour. Comment ça, il touche à son profit Il revient à 60 euros par jour. Ah, d'accord, il coûte à la collectivité. Ouais. Bon, en plus, c'est la mafia sicilienne, c'est eux qui gèrent ça. Donc, ils ont tout profit. Ils ont tout profit à ça. Mais c'est pas le gouvernement italien qui paye, ils n'ont pas les moyens, c'est l'Europe qui paye. Donc, ça coûte des millions et des millions d'euros. D'accord. Et l'argent, on ne sait pas vraiment où il va finalement alors. Parce qu'il me dit la mafia qui gère ça. Mais ils contrôlent. Ils contrôlent, d'accord. Ouais. Hein. Parce que l'Italie est débordée, la Grèce, n'en parlons pas. Ils sont tous submergés par cette situation. Des migrants qui ne semblent pas s'arrêter. Et les populations européennes ont l'air de réagir de plus en plus hostiles. Elles sont on estime. Alors Le Drian me fait rire parce que j'ai entendu Le Drian dire faut qu'on fasse attention parce qu'il y a un risque de passage de djihadistes parmi les migrants dans les prochains mois. Ça fait 2 ans que ça dure. Oui. Moi, je me rappelle avoir interpellé des journalistes il y a 1 an et demi en disant attention, il y a 1 an et demi, parmi les migrants économiques qui vont passer avec des faux passeports. Oui, mais non, tu fabules, Franck, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Sauf que sur les attentats qu'il y a eu au mois de novembre, ils se sont rendus compte. Voilà. Oui, parce que les journalistes, dans leur doxa, on va dire, hein, qui défendent corps et âme sans cesse, nous expliquent que c'est impossible qu'il y ait effectivement l'information que toi tu viens de nous expliquer, qui est plutôt des takfiristes qui se mêlent à ces migrants. Mais Thierry Messand nous avait dit la même chose il y a 2 ans, en février. Moi, j'aimerais me tromper. Quand on me donne une information, attention, risque d'attentat en Europe sur un aéroport. J'aimerais me tromper. J'aimerais me dire, tiens, bon. Mais malheureusement, c'est la vérité. J'aimerais me tromper quand on me dit il y a 2 ans, attention, ils vont se mélanger parmi les migrants via des passeports. Il y a eu à Tripoli, il y a eu 30 000 passeports libyens, 9 qui ont été volés, soi-disant, entre guillemets, 30 000 passeports. 30 000 vierges. Qu'est-ce qu'ils font ? Ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Ils ont des passeports vierges, pas où ils prennent. Il y a un mec qui est mort sur le front, on change la photo parce qu'ils n'ont pas des systèmes de sécurité électronique biométrique comme chez nous. Voilà. Le mec il arrive, il suffit qu'ils prennent un petit gamin au passage, ah bah c'est mon fils, ah bah oui très bien, ils arrivent, pas que c'est terminé, on les place, on les fout dans des centres, terminé. Mais voilà. Et ces gens-là, ils ont été formés dans des camps, ils ont une idéologie qui est forte, ils sont en djihad, donc ils peuvent boire de l'alcool, ils peuvent aller en discothèque, ils partent en djihad. Quand on part en djihad, on est absous de toutes les règles. Donc on peut boire de l'alcool. Pratique. Non mais faut vérifier, ça c'est vérifiable, ce que je te dis. Non, je sais pas. Voilà. Je connais pas les règles du djihad. Mais le djihad, c'est ça. Quand on est en djihad, on est absous des règles puisqu'on va. C'est-à-dire on peut tout faire du moment que si on est là pour faire le djihad, je peux manger un bout de jambon et tout ce qu'on veut, prendre une ligne de coke et aller au pute après, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Dieu il est d'accord. Bon voilà. Alors on va se mettre en mode djihad, on va faire la pause. ça va plaire aux musulmans en prochaine partie. Justement, allez-y pour les questions, puisque voilà, vous savez, le chat questions ouvert, il y en a pas mal. Allez-y, continuez comme ça. On va prendre les questions pour la 3e partie. Vous connaissez le principe maintenant, vous êtes habitués. La régie, je pense qu'elle est OP, Steph. C'est parti. À tout de suite, vous êtes bien sur Beta TV. À vous.